Parce que ouais, films de cul, je pense que tout le monde a un peu honte des films de cul. En général, c'est pas le truc qu'on va clamer sur tous les toits. Ouais, moi, je mate 10 films de C'est boule. ça, j'adore Une mère et sa fille de Marc Dorcel. Salut les survivants, ça roule. Alors aujourd'hui, je suis vraiment particulièrement heureux de recevoir mon ami Romain Oulès. Bonjour. De la très bonne chaîne Derrière Romain Oulès, oui, oui. ou plutôt Derrière le masque, oui, qui est une émission spécialisée sur les effets spéciaux traditionnels, comme on dit, le maquillage, etc. Practical Effect. Practical Effect. Attention. Et je vous recommande déjà grandement cette chaîne parce que c'est une vraie pépite. Oh, merci beaucoup. Et du coup, d'ailleurs, comment t'es venu, toi, cette passion des effets spéciaux traditionnels? Du coup, donc c'est mon papa qui adore le cinéma, qui est cinéphile, et depuis que je suis gamin, je baigne dans le cinéma. Comme je t'avais dit, j'ai toujours eu un petit décalage par rapport à ma génération. J'ai 26 ans, mais j'ai bouffé des films des années 80 et 70, et c'est là où on a vu le plus de monstres en caoutchouc. Et depuis que je suis gamin, je dis je veux faire des monstres en caoutchouc, je veux travailler en cinéma, et voilà. Donc ça a commencé comme ça. Donc si je te dis d'où t'es venue ta cinéphilie, c'est aussi via la même manière, c'est ton père qui t'a transmis ça? Ouais, c'est ça. Il m'a offert un jouet, c'était mon jouet Robocop, pardon. Il m'a offert le jeu Robocop, et je crois que ça fait partie des petits moments qui dit putain mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je vais te montrer mon fils, et là boum, le cinéma, les effets spéciaux, tout ça, c'est arrivé ici. C'est vraiment mon papa, les vidéoclubs, tout ça c'est l'effet boule de neige. Donc vidéoclub, il y avait donc Canal+ aussi, la location de DVD. Les Mad Movies, des vieilles revues de mon père et tout, je lisais. Quand les autres lisaient Zep, Titeuf et compagnie, moi j'avais vieux Mad Movies, lire les articles sur Rick Baker, Tom Savini. Donc voilà, et du coup, dès tout petit, tu faisais déjà des effets spéciaux à ton niveau? Vers 7 ans, je moulais les têtes de mes Action Man. Je faisais des masques microscopiques, et du coup, il y avait le méchant, c'était Dr. X. Donc du coup, j'enfilais les masques à Dr. X, et avec mon père, on jouait, on faisait « Et je ne suis pas Action Man !» Et puis on enlevait « Je suis Dr. X !» Voilà, ça commençait comme ça. Après, quand il y a le Spider-Man en 2000 qui est sorti, je fabriquais des kilomètres de toiles d'araignée en latex et tout. On foutait partout, c'était génial. Et ouais, j'avais toujours fait. Et tes copains, tu maquillais tes amis ou... Non, jamais. C'était vraiment pas le même délire du tout. J'ai toujours eu un gros décalage avec les copains, même sur les connaissances. C'est vraiment... C'est bête, mais les années 90, ça y est, on était déjà passé à autre chose. Sur les effets spéciaux, il y avait Jurassic Park, l'image de synthèse, ça arrivait, etc. Donc quand moi j'arrivais avec, je sais pas, mon Frankenstein en noir et blanc, ou la créature du lac noir, ou même dans de la mer, tu regardes les gros yeux en disant mais de quel siècle tu débarques? Même sur la pop culture, tu vois, comme on disait, quand les autres faisaient Inspector Gadget et tout, moi j'arrivais avec Skeletor, je dis ouais, par le pouvoir du corps ancestral, et tu regardes comme ça, il dit mais qu'est-ce qu'ils disent? C'est clair. Voilà. Donc et du coup, j'imagine que tu regrettes cette évolution où tout est numérique maintenant dans la plupart des films? Alors c'est fantastique, l'image de synthèse, ça a apporté beaucoup de choses. Je regrette la façon dont ça s'est fait, on va dire. Le manque de respect, le manque de... l'hommage, on va dire, comme je t'avais dit, c'est 3 films, c'est Abyss, Terminator 2 et Jurassic Park, qui ont vraiment lancé l'image de synthèse. Et toute cette génération d'artistes numériques ont complètement désavoué le practical effect, les effets spéciaux traditionnels, en disant ça c'est le passé, l'avenir c'est le numérique, ce que vous avez fait avant c'est pourri. Et du coup c'est le manque de respect. Par exemple Rob Bottin, celui qui a créé les armures de Robocop, dans Légende, le Diable, The Thing, qui a fait les effets spéciaux dans The Thing, il a dit vous manquez de respect au cinéma et à notre profession, nous les maquilleurs, alors que c'était nous les pionniers, du coup j'arrête. Je quitte le game. Et Rob Bottin a disparu jusqu'en 2014, des années 90 à 2014, boum, plus de Rob Bottin. Et voilà, c'est juste ce passage de flambeau qui s'est vraiment, je pense, très mal fait. C'est comme Philippe Tippett, tu vois, celui qui fait du motion capture, pardon, pas motion capture, stop motion. Et pareil, tu vois, il bosse sur Jurassic Park, il fait tous les dinosaures et tout le bordel. Et en fin de compte, en douce, t'as ILM qui fait les images de synthèse et qui convoque en douce Spielberg en disant hey, regardez ce qu'on a fait, on ira encore plus vite que stop motion. Et du coup, Spielberg va voir Philippe Tippett, il lui dit bon, mais mon gars, on pense à autre chose. Ça dégage. Et c'est tout le temps, ça va commencer comme ça, et c'est vraiment pas cool.
Et aujourd'hui, par contre, on a un retour aux sources. Donc là, c'est purement générationnel. C'était tous ces réalisateurs d'une quarantaine d'années qui veulent retrouver les films de leur enfance, de pouvoir toucher les monstres, pouvoir les avoir sur le plateau de palpable. Et voilà. Et donc ça revient depuis quelques années. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est très cool. Bon, t'es prêt pour te définir en 10 films, du coup? Oui. Et bien, c'est parti. Bon alors, ça devient une tradition. Est-ce que tu peux nous donner ton premier souvenir cinéma? Mon premier souvenir cinéma, tu vois, la première fois que je suis allé le souvenir, mon premier cinéma, mon premier film que j'ai vu, que tu as vu au cinéma. C'est trop difficile. Je ne pourrais pas le dire. Une expérience marquante, ce qui me restera longtemps, c'était pour Mars Attack. J'avais vu ça dans un cinéma ciel ouvert. Donc c'était dans des arènes de Lunel. Donc tu as un grand écran au milieu de l'arène. Et là, il lance Mars Attack, et va savoir pourquoi, je me suis chié dans mon froc tout le long. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc ça, c'est vrai que ça avait marqué. Ma première expérience, je pense que, voilà, qui vraiment c'était Mars Attack. Ok. Et du coup, quel a été, cette fois, ton film d'enfance, celui qui t'a bercé, que tu matais beaucoup étant gamin? Beaucoup. Il y avait... c'est Last Action Hero. Last Action Hero, c'est le film... en gros, c'est mon rêve, quoi. C'est le film... je dis, mais oui, j'ai eu un ticket magique, mais laisse tomber, j'irai voir... Bon, peut-être pas Alien, trop risqué que Alien, mais j'irai dans Star Wars, j'irai dans Le Seigneur des Anneaux... Bon, ça n'existait pas, on va dire, encore Flash Gordon, mais Flash Gordon, mais bien sûr, j'irais dans Flash Gordon et dire « Allô, Flash !» Ouais, Last Action Hero, je crois que c'est le film que j'ai le plus regardé quand j'étais petit. Ouais. Et ouais, c'est le rêve, c'est vraiment le rêve. Ok. Et alors, en introduction, on parlait de ton amour, bien sûr, pour les effets spéciaux, vu que c'est quand même ton travail. Quel est le film qui t'a rendu vraiment amoureux des effets spéciaux? Je pense que c'est forcément, il y a Robocop, mais le déclic, ça a été The Thing. The Thing, donc c'est Rob Bottin qui a fait les effets spéciaux, sauf le chien, c'est Stan Winston, mais je crois qu'il n'a pas communiqué dessus, parce qu'il trouvait que le travail de Rob Bottin était tellement extraordinaire qu'il a dit « moi je veux pas qu'on parle de moi », donc ce sera Rob Bottin. Et quand on le sait, du coup, on voit que artistiquement parlant, le chien dénote, du coup, comparé aux autres créatures, il est un peu trop lisse et pas assez cartoon. Alors que les œuvres de Bottin sur les créatures, elles sont beaucoup plus ostentatoires. Mais ouais, The Thing, ça a été le boom. En plus, c'est le contexte aussi dont je l'ai regardé en cachette. Donc on habitait dans une vieille baraque perdue dans la pampa. Et quand mes parents, mon père du moins, regardait ça le soir, j'étais caché dans les escaliers. Et là, quand j'ai vu le chien sourire en 3, la scène d'opération, l'araignée et tout, pareil, du coup, j'ai pas dormi pendant des jours. mais ouais, ça c'était le film, je pense, qui m'a vraiment révolutionné, qui m'a fait découvrir le métier. Et quand j'avais 10 ans, je suis dans une convention sur le cinéma, un festival, Effestar. C'était en 2002. Et là, j'ai rencontré Pascal Pinto, qui écrivait un livre sur les effets spéciaux, un siècle d'histoire, effets spéciaux, un siècle d'histoire. Et il m'a dédicacé en marquant un jour, j'espère que ce livre va t'aider dans ta carrière, que tu seras un jour maquilleur. Et du coup, 15 ans, 16 ans plus tard, salut, je suis maquilleur, c'est trop cool. Et en plus, je vais à Effestar maintenant en exposant et je fais des conférences sur les effets spéciaux et je fais des démos. Donc du coup, tu vois, si j'avais moi petit, je me fais un petit check en me disant « Ouais, on a réussi !» Bien joué, mec. C'est ça. Ah bah, c'est clair, c'est trop cool. Ça, c'était cool. Bon alors maintenant, on passe aux choses sérieuses. Quel a été ton film culte? Ah, là c'est facile. C'est Conan le Barbare. Franchement, tu t'es un petit peu. Alors là, c'est culte, c'est comme disait Alt, c'est même, je dis, tu vois un culte religieux. C'est le film que je le vois le plus de fois, une fois par mois sûr, depuis que j'ai 9 ans. Je cours dans la pampa, j'ai la musique, c'était incroyable. C'est le premier, donc du coup, deuxième film de Schwarzenegger que je vois. Donc le premier c'était Last Action Hero. Et ensuite, du coup, Conan, et c'était dans la période Maître de l'Univers, Conan, Rahan, c'est Pif Gadget, qui coûte là le machin. Et là, mon père me dit, bon, mais non, je vais te montrer Rahan, Conan. Conan. Et juste, tu sais, quand tu vois le gamin qui pousse sa roue, et en fin de compte, qui grandit avec les fondus enchaînés, et ça, je me dis, c'est fantastique. Rien que ça, je trouve que c'est une des meilleures ellipses du cinéma en termes de mise en scène.
Ouais. Et toutes les bastons, mec super baraqué. Et tu voulais devenir super bien baraqué, sûr, ça se voit. Bien sûr, mais moi aussi, ça se voit, petit. Ah purée. Et du coup, je raconte l'anecdote terrible de Conan qui m'a fait souffrir. Bah oui, moi j'attends que celle-là. Conan, c'est un amour dans la souffrance. Du coup, j'ai 9 ans, j'habite dans la Pampa. Je vais courir dans les champs et tout, et avec mon glaive, etc. Et là, genre le buisson ardent, il y a un buisson au milieu d'une forêt, et dedans, un glaive en plastique. J'ai dit, c'est incroyable le destin. Donc, je rentre dans le buisson et tout, je prends le glaive, je lève en l'air, ça y est, c'est le crâne ancestral, tout ça. Je mets le glaive dans mon t-shirt, je fais 2 pas, et là, je reçois un coup de fusil dans le dos. Et après, boum, un autre, des coups de couteau de partout, ça me pique, c'est l'enfer sur Terre. Donc je cours vite chez mes parents, quoi, voir ma mère. Maman, qu'est-ce qui se passe? Et ça arrêtait pas. Ma mère soulève le t-shirt, et dans le glaive, il y a un nid de fourmis rouge. Du coup, j'avais le dos plein de fourmis. Ma mère qui avait pris un torchon qui me fouettait en mettant bouge pas. Et moi, j'étais là, Conan, Chrome, pourquoi? Et tiens, je me posais la question, quel a été le film le plus étrange ou bizarre que t'aies pu voir, toi? Alors dernièrement, c'était quand je bossais sur sexe effets spéciaux, ça a été Nécromantique. Ouais. Ça c'était... je comprenais pas ce qui se passe. Je connaissais le film parce que tout le monde en parle, c'est cultissime, et du coup je l'ai vu que très récemment. Et en effet, j'en revenais pas, quoi. Ouais. Tous les effets spéciaux. En plus, du coup, j'ai étudié, par exemple, l'œil qu'a le squelette, c'est un œil de thon. Et genre, quand tu as le mec qui est en improvisation totale, qui lèche le squelette, qui gobe l'œil de thon, qui le remet dans l'orbite et tout, je disais, mais ils sont fous. C'est incroyable. Donc il y a eu ça. Et quand j'étais ado, ça a été Braiden, tu en as parlé. Ça fait partie des films où je me suis dit, ah ouais, non, c'est ça que je veux faire plus tard. Je veux nager dans des litres et des litres de sang. Je veux m'en tartiner tout le corps. Donc Braiden, toute la scène finale avec la tourneuse à gazon, c'était complètement... Mais tu sais que Peter Jackson a dit que s'il avait la bonne idée, ou si on lui donnait la bonne idée, il aurait envie de faire aujourd'hui un film encore pire que Brain Dead. Ah ouais? Donc t'as toutes tes chances en devenir peut-être hier, c'est le prochain. Il faut que j'écrive. C'est ça. mais ouais, donc là ce serait ces films-là qui... Ouais, qui ont été les plus étranges. Ouais, les plus étranges. Brain Dead c'est pas étrange, mais ouais, nécromantique, ouais, par contre, c'est vachement glauque. C'est clair. Bon, et du coup, ça fait depuis hier que je suis ici, et je sais que c'est un grand sensible, Romain. Du coup, quel est le film qui t'a le plus ému, tu vois, qui t'a le plus marqué, mais dans la sensibilité? Alors, je pleure devant n'importe quoi. C'est vrai que je suis un grand sentimental. C'est ma chérie... une paire de couilles comme ça. Et moi je suis nul, je pleure tout le temps. Et King Kong de 2005, c'est peu importe le King Kong, que ce soit la suite 33, 2005, 76, j'arrive pas à me faire à la mort du gorille, quoi. Mais celui de 2005, c'est vrai qu'il y a quelque chose dans le regard, c'est la preuve que je n'ai rien contre l'image de synthèse. Parce que là, dans le regard, je me dis, putain, c'est pas possible, c'est la gratuité totale, quoi. Il tue cette pauvre bête. Comme Halt, il y a Elephant Man, la scène où il dit j'ai une question que je voulais vous poser il y a longtemps, est-ce que vous pouvez me guérir? Et t'as Hopkins qui dit non. Non, je peux pas. Et alors, là c'est fini, j'ai la morve de partout dans la barbe, c'est l'apocalypse. Même quand je montais l'épisode sur Elephant Man, la vache, quand je le mettais, les frissons sur la musique et tout, c'est terrible. Il y a un film qui me fait pleurer beaucoup. Il y en a tellement. Mais je pense que King Kong et Elephant Man, c'est les deux plus gros qui me font vraiment de la peine. D'accord. Bon, ok, alors on va te redonner le sourire. Oui. Avec des films un peu plus what the fuck marrants. Les nanars, est-ce que tu regardes un peu des nanars? Oui. Ouh la honte. Mais le truc, c'est que comme dirait ma compagne, je serais incapable de faire la différence entre un nanar et un bon film. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, tout est fantastique. Ah oui, d'accord. Du moment qu'il y a des effets spéciaux... c'est ça. C'est ça. Ouais, okay. Les monstres dès qu'il y a un monstre cool, ça y est, c'est génial. D'accord. Donc je manque d'objectivité. Et t'aurais un nanar en particulier qui... Ben oui. Ce sera Flash Gordon. Ouais. Du coup, est-ce que c'est vraiment un nanar? Oui, c'est totalement un nanar.
Et donc Flash Gordon, je l'avais vu avant Star Wars. Donc encore ce fameux décalage avec mes copains d'école. Donc j'arrive à l'école, je dis ouais, Flash Gordon, c'est Queen, avec la musique de ouf, Ming avec ses grands sourcils, le mec avec le visage doré qui ressemblait à Doctor Doom dans les 4 Fantastiques, c'est génial et tout. T'as les copains qui me regardaient les grands yeux, mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec? Tu veux dire Dark Vador, le mec avec le casque? Non, Ming et tout, il a la télépathie et tout. Et après je regarde Star Wars et en effet je me dis ah oui, Flash Gordon c'est nul. Mais Flash Gordon je le regarde systématiquement. Le premier film que j'ai montré à ma compagne, du moins un des premiers, ça a été Flash Gordon. D'accord. Ça me fait mourir de rire, la scène à télépathie où tu as Flash qui appelle je dis appelle parce que c'est totalement ça, il appelle sa chérie, et t'as la chérie qui fait allô Flash. Ça je m'en lasse pas quoi. Les balles rebondissantes au début, il y a plus de météorites, ça rebondit sur les matelas et tout, c'est génial. Les décors et tout, tu sens qu'ils se sont fait chier et c'est mauvais. Ça foisonnait, mais c'est mauvais. Ah ouais. En plus, il y a James Bond dedans. Comment il s'appelle, Bigre? Je l'ai vu, Timothy Dalton. Ouais, c'est ça. Et j'ai adoré ce James Bond en plus. J'ai adoré Timothy Dalton en James Bond, donc là, c'était génial. Voilà. Ok, donc Flash Gordon. Oui. Là, on va passer à une question dont je crois connaître la réponse, étant moi-même dans le même état que toi. Oui. Quel a été le film qui t'a traumatisé? Qui m'a gâché la vie. C'est ça. C'est Jaws, Dents de la mer. Comme nombreuses personnes. Ça fait 18 ans que je me suis pas baigné. Il a même pas pris un pas. Du coup, c'est pareil, c'est le contexte qui est quand même incroyable. J'avais un grand-oncle qui avait une maison en bord de mer. Je partais en été en vacances là-bas et ma grand-mère me dit on va te montrer un super film, on va attaquer les monstres et tout, les effets spéciaux. Pareil, tu vois, j'avais 10 piges, 11 piges et je me mettais dans de la mer. Tu parles après, quand j'allais au Gros du Roi, du coup, au bord de l'eau, tu sais, je regardais. C'est clair, c'est impossible. Mais ta famille est un peu chelou, si je puis me permettre, entre ton oncle et ta grand-mère qui te. C'est vrai que mon oncle m'a montré plein de choses qu'il fallait pas. Il n'y avait pas la notion de, tu sais, à quel âge il faut montrer tel ou tel film. Donc j'ai vu des choses abominables. Cet été avec Dents de la mer. Donc là, traumatisé, comme on disait, ça n'a rien à voir avec flipper. Des films qui m'ont fait peur, il y en a plein. Mais vraiment un traumatisme qui m'a... qui a un impact encore aujourd'hui. C'est la nage, je suis un très mauvais nageur. C'est-à-dire, si j'ai pas pied ou quoi, je psychote. Comme je te dis, si jamais j'ai plus pied, je tombe sur un requin, je chercherais une moule pour me suicider, ou n'importe quoi, un bigorneau, je me creuserais les yeux, je sais pas comment faire. Donc ça, c'est... j'entends la musique, si je vais n'importe où, je nage un peu, et avec ces troubles en dessous, ça y est, la musique va se mettre à démarrer dans ma tête en boucle. Même à la rivière, on était à la rivière, je voyais tout le monde sauter, rigoler et tout, alors que c'est impossible qu'il y ait un requin à la rivière ou quoi, mais le fait de pas voir le fond, ça y est, je commence à psychoter. On a vu des requins remonter à des fleuves. En fait, le gars qui dit c'est vrai. Le ferry, quand je suis allé en Angleterre, comme je te disais, c'était interminable. J'étais au fond sur mon ferry, c'est la Manche. J'étais là dans mon fauteuil, j'imaginais le pire. J'imaginais qu'on était dans les eaux du Japon avec des têtes de requins qui avaient tous mangé. L'Indianapolis, c'est ça. Voilà, c'était terrible. Donc, Dents de la mer, 100%. Bon, et du coup, alors, tu nous as justement parlé que tu avais des films qui te faisaient le plus flipper. Quel est du coup le film qui t'a fait le plus flipper? Alors ce sera L'Exorciste, comme encore une fois beaucoup de monde. Pareil du coup, ça je l'ai vu très très jeune. Donc, mon oncle qui me montre ça en disant tu vas voir, c'est génial. Oui, c'est génial. Mais j'ai 5 ans j'étais un peu petit. et ouais, c'est pas tant le visuel. Il y a une scène où tu as le père Mérine qui se garde devant la maison et tu as juste le visage, un macro sur le visage, t'as la buée qui sort de la bouche, ça m'a vraiment fait très très peur, mais c'est la voix. Le fait de voir une voix d'adulte sur la petite fille, ça m'avait vraiment... Parce qu'encore le maquillage, comme je lisais des revues, etc., je savais que c'était Dick Smith qui avait fait le make-up, comment il avait fait les lentilles, etc. Le vomi, pareil, je savais comment c'est... Mais la voix sur cette petite fille et tout, c'était terrible. Et du coup, comme je disais,
Du coup, j'ai une grande sœur qui a 50 plus que moi, salut Hélène, et du coup c'était Reagan. C'est-à-dire, je vois le film chez mon oncle, donc là, ça y est, je ne dors plus, le moindre craquement, je pensais que le lit allait se lever, et je rentre chez mes parents, et ma sœur, 15 ans, les cheveux longs, la robe de nuit, le lit avec les machins où on pouvait l'attacher. Ah oui, carrément. Ouais, c'était abominable. Donc l'Exorciste, c'est celui qui m'a fait le plus flipper, et je mets en plus la saga Alien. Ouais. Donc pareil, grosse erreur de ma part. Le premier monumental, bien joué. Ils sortent le coffret avec le premier coffret DVD avec Alien dedans. Mes parents, ma mère est en tournée, elle n'est pas à la maison. Mon père est au travail. Je prends le coffret DVD, je me fais tous les Aliens dans la même journée. Et là, c'est le drame. Et là, c'est l'accident. Le monde craquement, c'est le facehugger qui veut venir me pondre des yeux. Et là, après, il faut justifier. Si tu ne dors plus, tu pleures, tu fais des cauchemars. T'as les parents qui disent mais punaise, mais pourquoi Donc, le premier soir, tu dis pas, le deuxième soir, tu dis pas, et après, tu dis j'ai fait une connerie. Je regardais tous les aliens et j'ai peur. Et j'avais 9 ans. Ah oui, t'avais 9 ans. J'avais 9 ans. Il me semble, il faudra vérifier la date de la sortie du coffret. Il me semble que j'avais 9-10 ans. Et ça fait partie de l'âge d'or de la découverte cinématographique. C'est une très courte période dans ma jeunesse où j'ai vu plein de films, dont des trucs terribles que j'aurais jamais dû. Du coup, Les Dents de la Mer, L'Exorciste, tu les as vus à quel âge? C'était dans ces eaux-là, entre les 9 et 12 ans. Quoi. Ok. Donc, futurs parents, attention. Bon alors, comme d'habitude, ça reste entre nous. Oui. Quel est le film que t'as honte d'aimer regarder? Si je dois en croire, tout le monde, ce serait Flash. Je devrais avoir honte de regarder Flash. Que tu devrais, mais toi, t'as pas honte. C'est ça, je le fais du tout. Films de cul, je pense que tout le monde a un peu honte des films de cul. En général, c'est pas le truc qu'on va clamer sur tous les toits. Je mate 10 films de cul. C'est ça, j'adore Une mère et sa fille de Marc Dorcel. Non, du coup, ce sera peut-être Flash Gordon, la parodie de Flash Gordon. Je te dis que c'est extraordinaire quoi, pour un film de... On va dire, c'est plus vraiment du porno, ce sera plutôt de l'érotique. Mais tu vois, de stop motion, il y a des créatures, il y a des effets spéciaux, des vaisseaux en forme de bite, certes. Mais vaisseaux quand même. Et quand ils se battent contre des squelettes, il y a des robots, il y a un monstre tub. Mais pareil, je ne l'ai pas vu jeune celui-là. Je l'ai découvert que très récemment. Mais, c'est pas ta grand-mère quand même. Non, c'est mon beau-frère qui a trouvé la VHS dans des poubelles. Et du coup, il me donne le truc. Donc moi, à la première lecture, je me dis ah punaise, je connaissais pas cette illustration de Flash Gordon. Et là, il me dit non, mais concentre-toi. Et là, je lis Flash Gordon, je retourne le truc, et là, je lis le synopsis. Le vaisseau, le laser cosmique sexuel vient frapper la Terre. Tout le monde a été dans une orgie. Du coup, on envoie Flash Gordon, le docteur éjacule et inhumaine partir sur la planète porno affronter le mal. Et je dis ok banco, ça va génial quoi. C'est clair, ça donne envie. C'est clair, donc ce sera ça. Donc oui, ce sera pas le truc. Que tu dis en plein repas de famille. Écoutez, j'adore Flash Gordon, j'adore le cul. Est-ce que tu aurais un animé préféré? Un animé, tu veux dire un film d'1h30 ou une série je pensais plus à un film, je dirais Akira. Akira qui m'avait... C'est pareil, c'est une des films qui fait flipper. Akira me faisait peur pour la musique. Toute la partie où il y a les jouets qui bougent, etc., avec ces sortes de ça c'était dur à encaisser, ces gémissements. Akira c'était donc fantastique. Bien sûr il y a Toy Story, tout ça. J'aime beaucoup Toy Story, je suis fan de jouets, donc forcément... Mais du coup, ça fait psychopter, parce que quand du coup, je rebondis sur les films de cul, et quand tu découvres un film de cul et qu'au fond de toi, tu penses à Toy Story, tu dis merde, ils doivent en voir des choses intéressantes, les jouets. Mais ouais, Akira, 100 fois. J'essaie de le montrer à ma compagne, elle a toujours pas vu, mais... les transformations, quoi, juste les transformations, et ça fait tellement penser du coup à The Thing, tu vois, tout ce truc organique, mécanique, ça fait penser à Giger aussi, tu vois, et ça dégueule de partout. Des fois, je me dis que ce serait génial de voir ça en live, mais quand je vois ce qui... un peu Tetsuo, tu vois, enfin, on n'est pas trop là-dedans, mais... c'est trop tard pour sortir Akira.
Et moi, je pense que s'ils sortent un Akira aujourd'hui au cinéma, en live, ils vont faire un truc tout public, un peu à la Alita. Ils prendraient des pincettes, tu vois. Alors que si c'est... il faut que ça suinte. Quoi. C'est clair. On va dire Akira, le seul qui pourrait faire Akira, ce serait Cronenberg. Quoi. Ouais, carrément. Ce serait trop cool. Ah oui, ça serait trop cool. Lui aussi. Remets-toi à faire des films comme ça, Cronenberg, d'ailleurs. Ok, donc Akira. Alors, est-ce que tu aurais un réalisateur préféré? Fétiche où tu loupes rien? Ce serait Carpenter. Hein. Ouais, mais tu vois, ça veut dire c'est plus la déduction. C'est plus par rapport aux films que j'aime. Je tu vois, Jack Burton, The Thing, qui est mon second film préféré. Et en fait, dans tous mes films préférés, Carpenter, il revient sans arrêt. Ouais. Et donc, du coup, par déduction, c'est le cinéma que j'aime, ce serait lui. Quoi. Los Angeles Invasion, etc. C'est des films que j'adore. Assaut, c'était génial. Assaut, radical Assaut. Quoi. Ah ouais, le western, tu vois, l'attaque des Indiens, machin et tout, Fort Alamo, je trouvais ça génial. Jack Burton, pareil, film que j'adore. Les répliques, je les connais par cœur. Là, si vous voulez le découvrir, il a fait une chronique très bien. Merci beaucoup. Sur Jack Burton, donc foncez voir ça. Oui, merci beaucoup. Et ouais, The Thing, grosse claque. Et du coup, après ton réalisateur préféré, est-ce que tu aurais un style, un genre préféré? Alors je pense que ce sera science-fiction et horreur. C'est là où je peux plus voir ce que je veux, c'est-à-dire les monstres, les maquillages, etc. C'est là où les techniciens, les maquilleurs se font le plus plaisir. Après, c'est vrai que le style, comme je te disais hier soir, je suis un peu contre les étiquettes. Arrête de dévoiler notre vie privée. Voilà le truc de « Ah non, mais moi, je ne regarde jamais de films d'horreur. » Alors que t'as des trucs super géniaux en film d'horreur, où le mec il va dire « Ah, j'aime pas les films de guerre. » Liste de Schindler, je pense que c'est un truc qu'on devrait montrer à l'école, tu vois, par exemple, Liste de Schindler. Bon, bref, et voilà, c'est mon style préféré, horreur, science-fiction, du monstre. Et alors maintenant, quand tu vas pas trop bien et que tu as un peu le cafard, est-ce qu'il y aurait un feel-good movie, un truc qui te donne la patate? Du coup, j'en ai parlé pour Carpenter, ce sera Jack Burton. Conan, forcément. D'accord. Rien que pour la musique, t'as qu'une envie, c'est de te mettre torse-poil, aller courir dans la pampa, chercher des épées pleines de fourmis rouges. Et après, j'ai un péché mignon qui est terrible, c'est Rocky 4 avec Drago. D'accord. Les paillettes, je comprends. Il a soulevé des rondins de bois. Et tout. C'est ça. Après, je me dis, putain, j'ai un corps de lâche, vite, il faut que je fasse quelque chose. Je fais 3 pompes avec la musique de Rocky. Je suis essoufflé, je me dis, bon, tant pis. Et du coup, ce serait qui, toi, ton maquilleur préféré? Alors en termes de sculpture, je dirais que ce serait Rob Bottin, pour en dire cet aspect, ça fait très Tex Avery, tu vois, sur ses volumes, les araignées dans The Thing, le diable dans Légende, tu vois, ça fait très comics live. Et après pour tout ce qui est colorimétrie, Greg Nicotero, c'est le mec qui fait les zombies dans Walking Dead, qui a fait les vampires dans La Nuit en Enfer. J'adore sa palette de couleurs. Et pour la perfection, la dextérité, ce sera Rick Baker, que j'arrête pas de citer dans tous les épisodes, mais il a tellement apporté. C'est lui non, ce serait Dick Smith. Vraiment le daron du game, c'est Dick Smith. D'accord, ouais. Mais celui qui a révolutionné aux yeux des techniciens, tu vois, avec les Oscars. On a créé un Oscar pour le Loup-garou de Londres, quoi. Et donc c'est Rick Baker qui a complètement chamboulé le game. Et Tom Savini, c'est plus celui qui est le plus connu du grand public. C'est ça, parce qu'il y a ce côté rockstar. C'est Tom Savini, c'est Sex Machine. Rien que Sex Machine, tu vois, tout le monde connaît Tom Savini. C'est sûr. Après, sur la perfection, on va dire le sens du détail, Tom Savini, je le trouve en dessous de Rick Baker, de Nicotero. En sachant que Nicotero, c'était l'apprenti de Tom Savini. Donc si tu regardes... Donc il a dépassé le maître selon moi, dépassé. Mais je peux vous en parler des heures. En gros, allez, on reprend toute l'histoire. Donc Romero, parce qu'on va parler de zombies, c'est bien, ça colle avec toi. En gros, Romero voulait Tom Savini pour faire les effets spéciaux de La Nuit des Morts Vivants. Et Tom Savini, pas de chance, il part au Vietnam, photographe de guerre. Donc il va au Vietnam, il en prend plein la gueule émotionnellement, tu vois. Mais le fait de voir des corps en décomposition exploser en 1000 morceaux, du coup quand il revient au pays,
il révolutionne aussi le cinéma d'horreur, parce qu'il sait exactement comment ça explose un corps, etc. Donc il bosse avec Romero sur Le Jour des Morts Vivants, Zombie, Dawn of the Dead. Et du coup, Romero dit à Tom Savini, écoute mec, on n'a pas pu faire Le Jour de la Nuit des Morts Vivants ensemble, du coup je veux que ce soit toi qui réalise le film sur lequel tu n'as pas pu bosser 20 ans avant, quoi. Et du coup, Tom Savini dit ok, et en maquilleur principal, il prend son apprenti, Greg Nicotero, qui fait les mêmes zombies dans Zombie, Le Nuit des Morts Vivants, le remake de 90. Et après, il enchaîne avec Walking Dead. Et dans chaque épisode des premières saisons de Walking Dead, t'avais un zombie tiré des films de Romero. C'est ça. Donc si tu regardes bien, des fois, t'as le zombie de Dawn of the Dead qui se prend tous les impacts de balles avec sa chemise rouge à carreaux, elle est dans Walking Dead. Boubou, dans La Nuit des Morts Vivants, c'est celui qui met le casque. Il est dans Walking Dead, il est dans le tunnel, quand Glenn il est piégé dans un tunnel, il est dans le tunnel. Ça, je me souviens. Plein de trucs comme ça. Et c'est trop génial, tu te dis, mais tout est lié, quoi. Tout est lié, il n'y a rien qui est fait au hasard, quoi. C'est beau. Oui. Donc on approche un petit peu de la fin de l'interview, là, mais quelle est pour toi ta plus grosse claque cinématographique? Et du coup, ce sera la saga Evil Dead. Et là, il y a un peu tous les sentiments, tout ce qu'on a résumé, ça se tient dans cette saga. Parce que sur le côté flippant, sur le 1, quand elle récitait toutes les cartes à sa fenêtre, dame de pique, qu'elle se tourne, c'était un mauvais moment aussi. Le 2, je m'attendais à voir un film d'horreur, et en fait, c'est un Tex Avery. Ça rigole de partout, ça saute, ça tombe et tout. Les effets spéciaux, ils sont incroyables. Ça fait quand même peur. Ah oui, ça dépend de l'âge à laquelle on l'a découvert. Donc ça, c'était incroyable. C'est là où j'ai compris qu'on pouvait rire avec un film d'horreur. Comme Brain Dead, je l'ai bien longtemps, Evil Dead 2, ou Shaun of the Dead, etc. Donc c'est là que je me suis dit, on peut faire des trucs marrants avec l'horreur. Et c'est ça qui est génial. Alt l'a dit, je crois. C'est qu'avec l'horreur, tu peux tout faire. Tu peux vraiment tout faire. Tu fais un film marrant avec du sang, tu peux. Tu fais un film de cul avec du sang, tu peux. Et ça, c'est génial. Et du coup, sur Evil Dead, c'est le 3 que j'avais vu en premier. Et là, pareil, je me roulais de rire. Le coup du fusil à pompe, ceci, ma baguette magique, regardez tous, bande de cons. Et c'est les monstres Evil H. C'était la cavalerie du siècle, quand il est sur son cheval à la fin, il fait c'est la cavalerie du siècle. La chevauchée du siècle. Je trouvais ça génial. C'était vraiment. Evil Dead, c'est un très bon souvenir de découverte. C'est marrant de l'avoir découvert dans ce sens-là. Moi, j'ai découvert le 2 en premier. Moi, c'était 3-2. Et ça me terrorisait, en fait. Le 2, je voyais rien de marrant. Enfin, j'étais trop jeune, tu vois. Du coup, après, j'ai vu le 1. J'ai fait, ok, c'est encore plus glauque, parce que c'est moins, tu vois, il y avait moins de moyens. Et le 3, du coup, ça m'avait déçu à l'époque, parce que je voyais pas Evil Dead comme quelque chose de marrant, en fait. D'accord. Et quand je l'ai redécouvert quelques années après, j'ai trouvé ça génial, quoi. Moi, ce qui me posait problème, du coup, de le voir en désordre, c'est que dans le 3, il avait la tronçonneuse, c'est con, du coup, ça de tronçonneuse. J'avais pas l'impression de voir le même film. Et le 1, il n'y a plus du tout de tronçonneuse à la main et tout. Et aussi, il y avait le jeu sur Play 2, quoi. C'est ça, en fin de compte, c'est des petites périodes dans la vie où tu découvres plein de trucs en même temps. Et c'est vrai que je suis allé en vidéoclub, je vois ce mec avec la tronçonneuse, la meuf super canon à ses pieds et tout, je dis on peut louer cette cassette, du coup on la prend. Ensuite, mon père me dit du coup il faut que tu vois les 2 premiers aussi, donc on regarde le 2. Le 1, c'était monumental erreur. Après le jeu sur Play 2 qui était sorti, quoi. C'était une petite période Evil Dead. Et t'en as pensé quoi de la série du coup? C'était génial. C'était vraiment génial. Bon, c'était un peu trop pipi caca comparé au film, mais c'est tout ce que je voulais voir. Je voulais voir Bruce Campbell tuer des démons, faire des blagues avec son petit sourcil. C'est vrai que les blagues étaient quand même un peu poussy. Quand la scène de la morgue et tout, quand il rentre dans l'anus et tout, c'était trop. Mais c'est Bruce Campbell qu'on pardonne. On lui pardonne tout. Bon, alors évidemment, tu es sur une chaîne présentée par un zombie. Quel est ton film de zombie préféré? Alors, à l'époque, avant 2008, c'était Land of the Dead. Je t'avais dit, j'ai adoré L'Une des Morts Vivantes de Tom Savini de 90. Mais Land of the Dead, c'était le fait que les zombies redeviennent humains, qu'ils se souviennent, qu'ils aient des petits réflexes, genre le zombie qui prend la pompe à essence, il dit je connais ce truc, et je trouvais ça super cool, et que ça changeait de voir tout le temps les zombies ramper, etc.
Le coup des feux d'artifice pour si oui, il est plein de petits détails ce film que j'adore et je trouve c'était nouveau, c'était vraiment nouveau mais Romero était balèze pour à chaque fois révolutionner le genre zombie. Après tu avais 28 jours plus tard, mais ça c'est pas zombie pour moi. Comme dit Alt, c'est infecté tout ça. Moi pour le zombie c'est vraiment c'est lent, c'est un cadavre, c'est en décomposition, normalement ça ne doit pas courir. Et je te dis avant 2008 c'était Land of the Dead, parce qu'après il y a eu Walking Dead. Et donc ça on aime ou pas la série, mais là par contre c'est techniquement, on va dire que c'est tellement beau les zombies, le travail de Nicotero est tellement incroyable. C'est vrai que c'est fou quoi. Mais même sur la psychologie etc, Walking Dead les premières saisons ça apportait vraiment quelque chose de neuf et de plus concret, de plus abrupt. Par exemple c'est la fin du monde, on va mourir d'un moment à l'autre. Ils y étaient dans les films Romero, mais c'était très édulcoré quand même, tu vois. Par exemple, le jour des morts vivants, quand t'as le militaire super macho et tout, les zombies, je vais tous les buter, machin. Tu vois, c'est trop. C'était une autre époque aussi. C'est vrai, c'était une autre époque. Post-Vietnam, quoi, à fond. Et bon, une série, ça prend plus le temps aussi de développer. Les dernières saisons, personne, pas grand monde les aime. Moi, je reste tout le temps à fond parce que, encore une fois, là, c'est sur le plan technique, ça me met tellement plein les yeux que je ne peux que être client. Quoi. C'est clair. Moi, j'avoue, je suis comme toi. Et pourtant, avant, pendant des années, j'arrivais pas à dépasser la première saison. Je trouvais ça pourri, The Walking Dead. En fait, je trouvais ça puritain, très américain. En fait. Il n'y avait pas grand chose derrière, et c'est vrai qu'une fois que j'ai dépassé la première saison, je tombais amoureux quand même de cette série. Bien sûr, ça fait ça, la série, c'est des hauts et des bas. Mais c'est vrai qu'une fois que tu es attaché au personnage, en fait, ils arrivent à te garder. Quoi. C'est ça, totalement. Est-ce que tu aurais un film à nous conseiller ? Donc bien évidemment, tous les films qu'on a cités si vous n'avez pas vu, mais du coup, il y a un film qui me tient à cœur, c'est Razorback de Russell Mulcahy. Mulcahy. Donc c'est le mec qui a réalisé, je crois, Highlander. Et ce film, j'avais trouvé ça génial quand j'étais gamin. C'est les Dents de la mer, de la terre. En gros, c'est un sanglier géant qui tue des gens en Australie, dont au début du film, un petit garçon dans un petit enfant. C'est ça. Et c'est génial. Pourquoi c'est génial ? Parce que le film, c'est quand même un nanar. C'est pas super bien joué. Mais la photo, elle est incroyable. C'est juste pour ça, c'est une perle. Chaque plan, on pourrait en faire des photos et placarder tout un. Et la scène du rêve, vous avez une scène, le mec il marche dans le désert, il est épuisé, hop, il va rêver, et là c'est des matte paintings de désert de sel. Il y a des squelettes qui vont sortir du sol, c'est complètement psyché, quoi. C'est psyché les deux. C'est magnifique. Et j'adore ça. Quand j'ai eu la première fois que j'ai eu Photoshop, la première parodie d'affiche que j'ai faite, c'est Razorback, une belle affiche Razorback. Et ça m'a marqué énormément. Et j'adore les films. D'où ce film, ça m'a donné la passion de dire la contemplation, regarder les beaux paysages. Du coup je pourrais dire Bad Batch, c'est un truc sur Netflix avec Jason Momoa, et pareil tu vois, regarder le désert pendant 5 minutes quand même, un idiot comme ça, j'adore depuis Razorback quoi. C'est vraiment regarder les décors et voilà quoi, c'est magnifique. Très bon choix en tout cas. Ça fait plaisir, c'est rare qu'on parle de ce film. Razorback, mais chaque fois quand j'en parle, mais pareil tu vois, c'est je suis né trop tard quand je parlais de Razorback. Parce que moi je regardais ça gamin avec mes cousins quoi. Et oui, du coup quand moi je disais à l'école Razorback les gars, quand même qui me regardaient, mais de quoi tu parles? Et puis si tu leur dis mais c'est un sanglier tueur. C'est totalement ça, mais c'est génial. Razorback c'est un super film. Bon alors cette fois, toute dernière question, c'est promis. Qui est-ce que tu aimerais voir une prochaine fois à ta place? C'est là, je ne m'y attendais pas. Si, je sais, en fin de compte, ce sera notre cher Mathieu. Ce serait Coin du Bis. Le Coin du Bis, il faut venir ici. Sans hésitation, en fin de compte. Bah oui, quel idiot. Ce sera Mathieu, qui a une superbe chaîne. C'est une des meilleures chaînes cinéma qui est en train de avec toi. C'est un Coin du Bis, c'est vous qui, si vous aimez le cinéma underground que
j'allais dire que personne connaît, mais c'est horrible de dire ça. Ouais, on va dire si vous aimez les films spéciaux. Ouais, c'est clair. Ah ouais, Mathieu, il va vous régaler. Hein. Bah, carrément, allez découvrir ça au plus vite. Et puis de toute façon, on va bientôt l'avoir certainement dans l'émission du coup. Et du coup, bah, moi, je vous invite à votre tour à aller vous abonner grandement à la chaîne de Romain. C'est pareil, c'est une vraie petite perle. Enfin, je dis petite, une vraie perle sur YouTube. Merci beaucoup. Et franchement, si vous êtes sur ma chaîne et que vous aimez le travail que je peux faire ou quoi, vous allez forcément aimer le travail de Romain. C'est vraiment chouette, ça parle pas que d'effets spéciaux, il apporte vraiment une touche personnelle, une vraie plus-value sur le cinéma de manière plus générale. Oui. Et ça, c'est beau. Et là-dessus, bah, je vais te laisser conclure. Tada. Et surtout, n'oubliez pas que pour survivre, il faut bouffer la culture. Love. Allez, salut, merci. Ciao.